justement la présentation, ton sujet. D'accord. Donc l'association Nutri-Créole fait pour la première fois sa première journée des femmes Nutri-Créole, et le sujet c'est inceste, la révolution du silence. C'est tout simplement parce que c'est la libération de la parole, le fait de parler de l'inceste qui permet tout simplement de pouvoir se libérer et aller de l'avant. Nous avons pour cette conférence, en fait cette soirée débat, 3 thèmes importants qui se passent à l'hôtel de ville de Paris, à l'auditorium de la ville de Paris, donc c'est vraiment dans un lieu prestigieux, et nous sommes très heureux. Donc on articulera cette soirée sur 3 angles. Le premier axe, c'est qu'il y a des courts-métrages qui seront donc mis en place, en partenariat avec le marché international du film caribéen, et donc c'est un court-métrage avec Christophe Agelan et Isabelle Ménal. Donc c'est La main qui nourrit et Le service. Et après ces courts-métrages, il y aura une première table ronde en compagnie notamment de Fabienne Sainte-Rose, la présidente de la MEVI, qui nous vient de la Martinique et qui est une femme qui, tout en ayant subi des vicissitudes dans son enfance, et bien maintenant va vers les autres pour accompagner les personnes qui sont, moi j'appelle ça, incestées. Quels seront les autres invités? Et après les autres invités, il y a une deuxième table ronde qui se fait suite à une conférence avec Yveline Glodressi, qui est coach en performance et qui est membre du comité Nutri-Créole. Et cette conférence va donc se faire à la suite de la conférence. Il y a deux écrivaines, Marélie Souk qui est franco-camerounaise, Yolène Lossen qui est une écrivaine martiniquaise, qui ont toutes les deux écrit des livres sur l'inceste. L'idée de faire un sujet sur l'inceste en tant que médecin nutritionniste m'est venue parce que dans la sphère nutritionnelle, il y a énormément de personnes qui ont subi l'inceste. Et l'inceste provoque justement à l'âge adulte des troubles du comportement alimentaire, du surpoids, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires et même de l'hypertension. Donc il y a quand même des liens. Et je sors quand même de ma zone de confort parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des conférences de nutrition, mais là c'est autre chose. Voilà. Merci. On va peut-être donner la parole à quelqu'un qui vient de très très loin, parce qu'on vit toujours chez moi. Ce sont les personnes qui arrivent devant qui ont la parole en premier, qui vont faire Fabienne Sainte-Rose, je vais dire un mot de qui vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes présidente et fondatrice d'ailleurs de l'association 1001 victimes d'inceste et de traumatisme. Vous êtes aussi secrétaire de SOS Crise. Vous travaillez pour la prévention du suicide et de la souffrance psychique. Vous êtes écoutante de victimes d'agressions sexuelles et vous êtes aussi journaliste. Franchement, quand on décide de travailler sur ce terrain, on y arrive par hasard? Jamais par hasard. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain? Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer, de répondre à votre question, j'ai envie même si je sais que vous êtes déjà très silencieux, qu'on observe une minute de silence pour tous les petits garçons, les petites filles, les hommes et les femmes qui ont été victimes et qui sont encore victimes aujourd'hui. Merci. Donc je me présente, je suis Fabienne, je suis survivante d'inceste et de suicide. Donc j'ai fait ma dernière tentative de suicide le 4 décembre 2012. J'ai été victime de mon père de mes 11 ans à mes 17 ans. J'ai ramassé les quelques forces que j'avais le 26 septembre 2002. Donc c'était la veille du délai de prescription, puisqu'à l'époque c'était 10 ans, aujourd'hui c'est 20 ans. Donc j'ai ramassé mes forces et j'ai osé porter plainte contre mon père, qui était un homme public, politique, un homme très apprécié de la Martinique. Je suis allée au bout de ce combat parce que j'ai 4 filles. Il était hors de question que mes filles soient les prochaines victimes, ni de mon mari, puisqu'il est devenu mon ex-mari aujourd'hui, ni d'un frère, ni d'un oncle. J'ai fait ce procès surtout pour protéger mes enfants. Pour répondre à la question du silence, quand mon père
Parce que mon père, je suis issue d'une famille de 10 enfants, je suis la 7e. Ma mère a eu 10 enfants, je faisais partie de celles qui, comme on dit en créole, qui promettaient. Donc elle avait décidé à 11 ans de me présenter à mon père pour qu'il l'aide à payer les études. Donc cette chère main qui nourrit n'est jamais trop loin. Et donc cette chère main qui nourrit m'a coincée contre le mur et il a mis sa langue dans ma bouche avant de me dire « T'as déjà vu un père amoureux de sa fille ?» Donc l'emprise était là, le silence aussi. Donc de mes 11 ans à mes 17 ans, il était hors de question que je puisse dire à qui que ce soit ce qui se passait. Surtout pas ma mère. Ma mère, une femme courageuse, marchande de poissons, qui élève seule ses 10 enfants et qui m'obligeait aussi à aller chez mon père, hein, parce que ça lui permettait de se rapprocher de lui. Hein. Mais je ne pouvais pas lui dire non plus. Il était quand même pas pensable pour moi de dire à ma mère que mon père m'obligeait à lui faire des fellations, que j'étais devenue non plus sa fille mais sa femme, c'était pas du tout pensable. Mais un jour, où elle m'a vu rentrer une énième fois, toujours en me lavant, elle me disait « Ok, dis-moi si papa ou c'est non mou ». Donc ça veut dire que... Elle ne peut pas. Elle souffre en français, parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas créole. Donc elle dit « Mais si papa ou c'est non mou », ça veut dire tu me diras si ton père, c'est ton homme. Et ça s'est arrêté là. À 17 ans, ça s'est arrêté parce que effectivement cette même maman a dit à mon père il faut que tu t'occupes de la grande sœur, là aussi, tu pars toujours avec Fabienne, mais il faut que tu t'occupes de la grande sœur. Donc quand il a commencé à s'occuper de ma grande sœur, avec qui il a eu 2 enfants, j'ai eu un peu de répit. Et c'est là que j'ai pu quitter la maison, j'étais en terminale, j'ai pu effectivement, grâce à l'assistante sociale, rester à l'internat. Ma mère m'avait aussi présenté à mon père parce qu'effectivement j'étais une élève brillante. Donc d'élève brillante, je suis devenue en 4e un cancre. Un cancre, tellement je dis j'ai eu le bac avec un niveau 4e. Mais à l'époque, quand j'ai vu mes notes baisser, je croyais que c'était à cause du sang que j'avais reçu parce que même si je n'ai pas parlé, mais mon corps y parlait. Ce corps de petite fille s'est mis à saigner régulièrement, donc du coup j'avais des règles, aujourd'hui on appelle ça des règles infinies, mais il y a 20 ans on ne mettait pas de nom sur ça. Hein. D'accord? À un moment ils pensaient que c'était une leucémie, mais la recherche ne savait pas. Et donc je m'étais vidée de mon sang où j'ai été transfusée et la petite fille de 14 ans s'est dit c'est parce que j'ai reçu du sang de quelqu'un qui était peut-être couillon et c'est pour ça que je suis devenue couillonne. Quoi. Mais en fin de compte, quand arrivé au lycée, nous en venons à la fac, hein, j'ai commencé effectivement à faire des recherches parce que j'ai vu que je dysfonctionnais. Je n'ai jamais été, malgré ces crimes-là, une enfant... disons, même si les profs de français disaient que j'étais terne, mais moi je ne me trouvais pas terne, j'étais plutôt sportive, donc je faisais beaucoup de sport, du basket, je marchais beaucoup. Et j'ai beaucoup cherché effectivement à comprendre les dysfonctionnements que j'avais. Parce qu'adolescente, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypersexualisation, eh bien moi, j'étais celle qu'on appelait, on disait que j'étais allumeuse. Et les médecins m'ont expliqué que ces comportements-là, c'était aussi, quand on attaque, ben on n'est pas attaqué. Okay? Mais quand à 18 ans, j'ai rencontré celui qui est avec mon mari à la fac, qui est devenu un brillant avocat en Martinique, et que effectivement, là aussi, je l'ai dragué, hein, puisqu'il faut d'abord attaquer pour se défendre. Mais il m'a dit que ça ne se faisait pas. Ok. Donc première limite, hein, les filles ne draguent pas, c'est les gars qui doivent draguer. Même si je l'ai dragué, quand il fallait passer aux choses sérieuses, il n'y avait plus personne. Donc, et là il s'est dit, mademoiselle n'est en problème, quoi. Et il m'a fait parler. Et il a été en fin de compte la première personne à qui j'ai dit ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui j'ai 44 ans, j'arrive à dire viol, j'arrive à dire inceste. Mais à l'époque, ce n'est pas des mots, j'arrivais pas à mettre des mots sur ces choses-là. Donc je disais ces choses-là. Donc je lui en ai parlé, il en a parlé à ma mère. Donc à 18 ans. Et quand on en a parlé dans la famille, ma chère sœur, qui avait 2 enfants de mon père, a menacé de se suicider, de tuer les enfants. Donc quand là j'ai osé parler,
eh bien là, j'allais encore créer un autre crime. Mais quand j'ai voulu, effectivement, malgré tout, parce que quand ces choses-là arrivent, on ne reste pas là-dessus, hein, on essaie de vivre malgré tout. Donc malgré tout, j'essaie de faire des études, essayer d'avoir une vie de couple, et essayer d'être une maman. Et plus j'avançais dans la vie, et plus comme dans un cercle mouvant, plus je m'enfonçais. Donc il m'a fallu rencontrer en 2012, un psychiatre, le docteur Christophe Debien, qui est formé effectivement dans cette discipline de psychotrauma, et qui a mis des mots en fin de compte sur ce que je vivais. Donc moi j'ai porté plainte contre mon père, je vous ai dit, en 2002. Il y a eu le procès en 2008, 2009, 2010. Donc il a été incarcéré, il a été condamné à 15 ans de prison. Et moi je pensais qu'après ça ce serait fini, je serais libre, je pourrais trouver du boulot, mieux m'occuper de mes enfants et surtout ne plus faire de tentative de suicide. Eh bien zut alors. Le 31 mars, ça va faire exactement 8 ans que mon père est incarcéré. Et je peux vous dire que les tentatives de suicide se sont multipliées à partir de l'incarcération. Donc quand on dit aux gens portez plainte, ça va vous... C'est là le problème de notre cas commencer. Donc on ne porte pas plainte de n'importe quelle manière, il faut être accompagné, sécurisé. Donc la première chose à faire pour une victime, c'est pas l'encourager à porter plainte, c'est lui apprendre à se sécuriser, d'accord? Et donc ce médecin en 2012 met en fin de compte des mots sur mes mots, et donc c'est là que je découvre que je ne souffre pas de troubles bipolaires, parce que pendant 10 ans j'ai pris tous les bons traitements contre les troubles bipolaires, Abilify, des Pacotes, j'ai pris 30 kilos aussi, et voilà. Et ce médecin-là m'a dit que je souffrais de PTSD, donc de troubles post-traumatiques. Alors que ça faisait plus de 20 ans que les viols avaient cessé. Mon père, il était toujours dans ma vie, toujours dans mes cauchemars, toujours dans mes rêves. Quand j'allaitais mes filles, mais ce n'était pas mes filles qui étaient au bout de mes seins, c'était souvent mon père. Quand j'étais dans un lit avec un homme, on n'était jamais deux, on était tout le temps trois. Et il m'a fallu effectivement rencontrer des professionnels formés pour traiter ce psychotrauma, pour le mettre à sa place, pour qu'il ne m'envahisse plus aujourd'hui, ce qui me permet d'être ici avec vous et pas débordée par mes émotions. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de mon père. Donc le 9 mars, c'est l'anniversaire de mon père. Et le mois de mars, c'est un mois terrible pour moi, un mois affreux, parce que tout me rappelle mon père et je dois, malgré ça, rester debout, rester vivante. Et je ne vais pas être plus longue, juste pour dire que de cette expérience criminelle, parce qu'on parle de crime, d'accord? L'inceste c'est un crime, c'est l'un des 4 interdits fondateurs de toute société apaisée. De cette expérience criminelle, j'ai effectivement, sous l'initiative du docteur Sigvard, qui est mon psychiatre, qui m'a vraiment sauvée de ces dépressions chroniques, et le professeur Giel, j'ai créé l'AMVI, fondé l'AMVI avec des hommes et des femmes qui ont été victimes, et nous on se nomme des survivants de l'inceste, et on se réunit tous les samedis après-midi. Donc j'insiste, il n'y a pas de professionnels dans nos groupes, sauf si c'est des victimes, nous peuvent venir, mais là nous là tous les samedis après-midi, quand on se réunit, il n'y a pas de professionnels, c'est entre nous, et là on arrive à se dire les choses sans honte, sans se cacher, parce qu'on sait que toutes et tous on a vécu les mêmes choses, les mêmes conséquences, l'alcool, le sexe, le cannabis. Tous, on a vécu les mêmes choses. Et là, on peut dire les choses et sortir de la honte et se libérer. Et après l'AMVI, donc février 2014, on a créé, toujours avec le professeur GL, SOS Crise, qui est une plateforme d'écoute et de prévention du suicide. Donc j'ai rencontré une journaliste tout à l'heure qui m'a rappelé qu'en 2015, j'étais venue effectivement à Paris recevoir un prix de la Fondation EDF qui nous a permis de créer cette association. Parce qu'en Martinique, en France, on estime à 4 millions de survivants d'inceste. En Martinique, on est près de 40 000. Et une victime sur 10 seulement porte plainte. D'accord? Et on sait que les institutions, les associations, les organismes, ils ont aidé ça qui porte plainte. Qui a aidé ça qui pas porté plainte? Donc nous, l'AMVI, on essaie effectivement d'être là, avec les moyens qu'on a,
pour aider les gens. Et nos groupes ne sont pas ouverts qu'aux victimes directement, ils sont ouverts aussi aux parents de victimes. Et c'est ainsi qu'il y a des mamans qui étaient venues pour leur fille, pour leur fils, et qui ont découvert au bout de 3-4 groupes qu'elles-mêmes, elles avaient été victimes. Donc à l'âge de 64 ans, elles découvrent que quand elles étaient petites, à 5 ans, à 6 ans, elles étaient le jouet de grandes sœurs. C'est vrai que quand on parle d'inceste et de viol, on a tendance à penser aux gars, ouais, c'est les hommes. Mais non, et les femmes là. D'accord? Les femmes aussi agressent. On n'a jamais entendu un garçon porter plainte. Mais ils sont où les garçons qui sont victimes de ces femmes-là? Ils sont dans la drogue, ils sont à la Mancroft, dans le crack. Ils étaient à Stalingrad. Voilà nos hommes quand ils sont maltraités dans l'enfance où ils finissent. Donc les petits garçons sont autant touchés que les petites filles. Je vais m'arrêter là. Ma présence ici, dans cette journée de femmes, Niti Créole, c'est ça exactement, hein, si je prononce bien. Donc c'est vraiment pour pousser les cris d'alarme, parce qu'il se passe beaucoup de choses et les gens s'émurent dans le silence. Donc je venais de sortir de ce livre Mémoire divine qui traite de la pédophilie dans l'Église catholique, parce que derrière le silence, il y a des victimes. Donc, il y a quelques mois à peine que je sortais de ce livre et il m'a paru tout naturellement de continuer à brosser vraiment le plan des ignominies qui brisent des vies et qu'on n'ose pas parler parce qu'on dit c'est tabou, alors que ça brise des vies. Donc j'ai voulu justement continuer dans cette lutte et j'ai écrit donc Mémoire croisée sur l'inceste, parce que l'inceste, je ne pouvais pas l'écrire toute seule. J'avais besoin d'avoir différents regards des inconnus, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux nous offrent vraiment une chance, je peux dire. Aujourd'hui le monde est comme un village. Donc j'ai lancé donc un appel de former un groupe collectif pour pouvoir écrire ce livre. Quel est le groupe? Comment s'appelle? Bon, le collectif de l'association Cœur de Marie Lissouk. Voilà, c'est une association que j'ai créée pour pouvoir accompagner des jeunes auteurs, parce que chacun de nous est une histoire, mais qui ne sera peut-être jamais lue si elle n'est pas écrite. Et pour moi, c'est une chance d'être invité ici par le docteur Marie-Antoinette Séjean, voilà, pour pouvoir intervenir justement pour lever le voile sur cette ignominie qui est l'inceste, parce que on dit souvent c'est tabou. Non, il ne faut pas en parler. C'est trop facile parce que ça brise des vies. Donc, je veux témoigner en tant que quelqu'un touché dans son âme, parce que pour ceux qui m'ont lu dans Mon cœur est ailleurs ou Le secret de mes larmes, 2 de mes livres autobiographiques, où je suis cette petite fille qui avait été donnée en mariage à un marabout à 8 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez à l'âge où d'autres filles jouent encore à la poupée. Vous avez quel âge? Voilà, j'avais 8 ans. Donc, comment on sort de là pour être l'écrivaine que je suis aujourd'hui, qui a déjà publié près de 12 livres, justement pour utiliser le mot de M. Boris Cyrulnik, la force de la résilience. Donc, pour me réapproprier mon enfance volée, parce que l'art m'a rendu mon enfant volé, ça m'a donné les clés. Quand vous dites l'art, ça veut dire quoi? L'écriture, les mots, me confier à mes papiers et pouvoir partager cela avec d'autres personnes, cela m'a renforcé, cela m'a montré que c'est comme si la vie m'avait redonné mon permis de vivre, parce que chacun de nous a le droit au bonheur. Donc j'ai voulu donc libérer d'autres petites filles et petits garçons, parce qu'il faut savoir que l'inceste touche tout le monde, il n'y a pas que des petites filles et tout ça. Quand vous dites libérer, comment vous avez fait? Vous les avez aidés à parler?
vous savez, quand on voit, comme je vous ai dit, quand on m'a lu dans Mon cœur est ailleurs, cette petite fille qui a été donnée en mariage à 8 ans, qui a vécu des drames, des crimes de sang, et comment on sort de là pour être l'écrivaine que je suis aujourd'hui. Je ne pense pas être une encyclopédie de douleurs arrangée dans les rayons des souffrances, mais je pense que souvent les gens se disent oui, mais je n'en peux plus et tout. Et j'ai voulu dire, mais vous savez, on peut, la vie peut vous briser, on peut mettre un genou à terre, comme je vous ai dit, malgré d'autres souffrances, l'accident vasculaire cérébral, 3 années d'hémiplégie, donc s'élever et se dire la vie est belle. Aujourd'hui, je suis là, je peux témoigner en disant l'inceste, c'est plus subtil qu'on ne pense. L'inceste, c'est pas toujours l'acte. L'inceste, ça peut être le bruit qu'un enfant entend, les ébats de ses parents, dans la promiscuité des appartements, dans notre société sexuée, où aujourd'hui le culte du corps est plus important qu'autre chose. Une maman, un papa qui se trémousse bizarrement devant ses enfants, ça heurte la sensibilité. Un enfant qui se lève la nuit où ses parents ne font pas attention parce que personne ne peut psychanalyser l'oreille. Lui, il a vu. Aucun médecin ne peut psychanalyser ça. Tout ce que l'enfant a vu, c'est aussi une forme de viol. Parce qu'on a vu, parce qu'on a entendu des choses. Je pense qu'on doit faire attention. Chacun de nous, quelque part, est victime et peut-être bourreau. Et c'est ça, je vais libérer les victimes et les bourreaux dans ces livres collectifs où il y a 5 auteurs que je n'ai jamais rencontrés. Et c'est aussi ça la force des réseaux sociaux quand on sait les utiliser. Il y a donc M. Yam, il y a M. Didier Lizo, il y a M. Dieudonné Kinga, il y a aussi un jeune rappeur qui est dedans, mais on va les retrouver parce que chacun, il a sa biographie et sa photo. J'ai voulu leur montrer que oui, chacun de nous a des choses à dire. Je vous remercie. Voilà. Je suis auteur de 3 romans et d'un essai. Le premier roman, c'était La peau sauvée, qui parlait des questions de différence de couleur de peau aux Antilles. Le deuxième, c'était Le fruit de la passion, qui parlait des enfants qui étaient laissés momentanément chez la grand-mère pour permettre à la mère de trouver du travail, ou un logement. Et le dernier, c'est Le jour où ma mémoire s'est réveillée, qui parle de l'inceste, du déni de l'inceste. Ce roman a été primé au mois de décembre et a reçu à l'unanimité le prix de la plume antillaise et d'ailleurs. Je suis intervenante aujourd'hui pour parler de l'inceste et de la chance de la résilience. Parce que mon héroïne, lorsqu'elle a été violée par son père à l'âge de 11 ans, pour survivre, elle a oublié. Et 20 ans plus tard, à la faveur d'une rencontre, sa mémoire s'est réveillée. Donc quelle rencontre elle a fait? C'est une femme qui lui a présenté une photo. Et cette photo la représentait, elle, quand elle était gamine. Et là, sa mémoire s'est réveillée avec toute la douleur de l'inceste. Et là, je montre comment, avec des hauts et des bas, elle arrive à la résilience. Voilà, ça n'a pas été facile. Il a fallu qu'elle règle les comptes avec sa mère, avec le reste de la famille, qu'elle trouve en elle toutes les forces nécessaires pour pouvoir avoir confiance en elle. Et puis petit à petit, ça a été long. C'est une histoire vraie? C'est une fiction, mais je me suis inspirée d'une histoire vraie. D'une histoire vraie. Parce que dans ma carrière professionnelle, parce que j'étais psychomotricienne dans un réseau d'aide, j'ai reçu des confidences de certaines jeunes filles. Hein. Et là, je suis partie de leur histoire pour créer cette fiction, Le jour où ma mémoire s'est réveillée. Ce genre de conférence est très 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 important parce qu'il y a des femmes qui n'osent pas parler. Il y a des femmes qui emportent dans leur tombe leur douleur, qui ont peur que la parole qu'elles libèrent détruise la famille. C'est pas évident, mais il faut le faire. Il faut le faire.